Bienvenue à toutes et à tous à ce premier webinaire de l'automne. À une heure certes inhabituelle. Notez cependant que le webinaire qui est donc organisé aujourd'hui sera donc mis sur le site dès demain après-midi. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, n'hésitez pas donc d'aller sur notre site web www.investisseur.be. Il vous suffit d'aller donc dans la rubrique les marchés et donc tous les autres ou tous les précédents webinaires se retrouvent en bas de page. Alors comme à chaque fois, le webinaire est constitué donc de trois parties. Je vais tout d'abord commencer par un tout petit peu de pub, vu que je vais vous parler donc notamment en fait du Finance Avenue qui a lieu, je vais y arriver, le Finance Avenue qui a lieu le 17 novembre. Un petit souci. Excusez-moi. Voilà, donc comme je disais, donc, nous allons parler donc, de 3 points, donc de Finance Avenue. Ensuite, nous allons d'office parler donc, de l'actualité des marchés. Et ensuite, nous parlerons naturellement de l'évolution de notre portefeuille. Merci. Alors, si on vous demande donc, de venir en nombre donc, à Finance Avenue, c'est justement donc, pour que vous appreniez donc, plein de choses au niveau de l'investissement. Notez que Finance Avenue n'est pas une simple foire au fait, des actions. Donc, les thèmes abordés sont très larges. Mais naturellement, il y aura une grande partie liée aux actions et donc notamment des grands débats donc, avec de grands noms tels que William de Velder, Bruno Coleman ou encore Arnaud Delaunay. Voilà, Kier, tu peux passer donc, au slide suivant. Il y aura également donc 3 ministres qui seront présents, donc 2 ministres fédéraux et ensuite donc, un ministre donc, régional. Notre ministre des Finances, Johan van Overtveld, nous avait dit il y a quelques semaines que le précompte mobilier était trop élevé. Donc, c'était justement pour combattre en fait, la fraude fiscale. J'imagine que c'est le genre de questions qu'on lui posera ce jour-là. Mais il y a également donc, d'importantes nouveautés au niveau du droit de succession. Et donc notre ministre donc, de la Justice, Koen Geens, sera là donc, pour nous parler justement de ce nouveau droit de la succession. Alors, vous savez qu'en tant qu'investisseur, le thème biotechnologique donc, à la cote, à l'investisseur, on reçoit de nombreux coups de fil donc, concernant ces différentes valeurs, dont certaines se sont très bien comportées. Alors, sachez que lors de Finance Avenue, il y aura donc un débat donc, où on parlera naturellement des valeurs favorites donc, de certains stratégistes donc, qui suivent le secteur. Mais notez que la plupart des valeurs biotech seront également présentes sous forme d'un stand. Et donc, il vous sera possible d'aller rencontrer ces différents CEO et leur demander où en sont donc, leurs recherches donc, de ces différentes molécules. Mais il n'y a pas seulement que les biotech. Autre thème important, naturellement, le thème de l'immobilier. Alors là aussi, différentes cires seront présentes. On vous dira naturellement lesquelles choisir. Notez que cette année-ci, les cires ont connu un parcours très différent. Donc on a bien vu que toutes les cires présentes dans les magasins connaissaient donc une situation assez difficile. Là où les cires présentes notamment dans les entrepôts ou dans le résidentiel avaient la cote. Mais notez que les différents CEO ou parfois les directeurs financiers de ces différentes cires seront présents et donc n'hésitez pas à aller les voir donc, pour avoir de plus amples informations. Alors naturellement, il y aura de grandes salles. Sachez qu'à chaque heure, il y aura donc 4 séances différentes. Donc vous aurez toute une multitude de possibilités donc, de grands débats. Donc il y aura tout d'abord le grand débat sur les pensions. Il y aura naturellement un grand débat des actions auxquelles l'investisseur participera. Et puis il y aura naturellement un débat sur l'immobilier. Notez que cette partie-là ne traitera pas uniquement des cires, mais elle parlera également de thèmes tels que comment investir dans l'immobilier à l'étranger, comment investir dans l'immobilier à la côte. Et donc vous aurez donc différents débats donc, auxquels vous pourrez participer. Et donc, une nouveauté cette année-ci est donc organisée par l'investisseur.
ce sera donc le CEO pitch. À la limite, on a voulu en faire donc une petite séance ludique. Donc nous avons invité 4 CEO d'entreprises différentes. Et en fait, on vous demandera en tant qu'investisseur ce que vous pensez de ces différentes entreprises. Et ensuite, les CEO de ces différentes sociétés auront l'occasion de se présenter, d'essayer de vous convaincre pendant 10 minutes. Et ensuite, vous pourrez dire ce que vous pensez réellement de l'entreprise, si vous êtes convaincu par le CEO. Et donc, c'est le genre de corner que nous continuerons donc à étendre lors des prochaines éditions. Alors, je rappelle que le Finance Avenue est gratuit, donc ça a lieu donc, le 17 novembre donc, de 8h à 17h30. On vous demande malgré tout au fait, de vous inscrire au préalable. Donc, allez simplement donc, sur le site www.financeavenue.be et donc il vous suffira donc, de mettre vos noms et adresse mail notamment. Voilà. On va aborder donc le deuxième thème. Alors sachez que comme d'habitude, on donne la possibilité à nos abonnés en fait, de nous poser des questions. Cette fois-ci, cela ne se fait pas au travers donc, du programme comme on le faisait les précédentes fois, mais vous avez l'occasion en fait, de nous poser encore quelques questions donc, via le mail classique, donc questions au pluriel @investisseur.be. Essayez quand même de limiter les questions, pas nécessairement à des entreprises individuelles. Si vous avez des questions sur des valeurs individuelles, n'hésitez pas donc à nous téléphoner le mercredi matin ou de nous envoyer donc un mail justement. Et donc on n'hésitera pas donc à vous répondre à ces différentes questions d'ordre individuel. Alors il est vrai qu'on parle beaucoup des marchés haussiers depuis 7-8 ans. Oui, c'est le cas surtout donc du marché américain, même si ces dernières semaines, on semble avoir atteint le sommet. Il faut dire aussi que ce graphique qui va donc de 2013 ici à 2018 a été notamment soutenu également par les grands noms hein, tels que Facebook, Amazon, Apple. L'image est tout autre pour l'Europe. Si vous regardez le niveau d'aujourd'hui, on voit qu'on est quasi à même niveau qu'il y a 5 ans. Je rappelle malgré tout que les bénéfices que les entreprises européennes réalisent aujourd'hui est de 50% supérieur à il y a 5 ans. Donc cette baisse ici est relativement donc, prononcée. Mais il n'y a pas qu'au niveau des bourses qu'on voit une grande différence au niveau des États-Unis et de l'Europe, mais également donc, au niveau des taux. Alors, on voit très bien ici sur ce graphique que la Réserve fédérale a déjà opéré différents relèvements de taux directeurs aux grandes dames de Donald Trump qui n'aiment pas voir justement ce taux directeur relevé, car cela pourrait donc freiner l'économie au cours des prochains mois. La situation en Europe, elle est tout autre. Donc, maintenant, il est vrai que la BCE a décidé de mettre un terme à ses rachats d'obligations d'ici la fin de l'année et elle devrait normalement procéder à un premier relèvement du taux directeur au cours de l'année 2019. Notez aussi que la Banque centrale européenne n'est pas la seule banque centrale en Europe à appliquer des taux proches de zéro. Si on prend la Banque centrale du Danemark ou celle de Suisse, elles appliquent même encore des taux négatifs. Mais on devrait en 2019 assister donc à une remontée progressive donc, du taux court. Alors, je vous parlais du taux court ici à l'instant. Ce qui a surtout fort évolué aussi, c'est naturellement les taux longs. On voit ici sur ce graphique l'évolution du taux long américain qui a déjà franchi allègrement donc, la barre la barre de 3%, ce qui incite aussi certains institutionnels donc, à se défaire d'actions au profit naturellement de produits, on va dire, sans risque. La situation en Europe, elle est encore totalement différente. Notez que ce graphique ici, c'est l'évolution donc, du Bund allemand, donc, qui n'est pas nécessairement le reflet de l'évolution du taux 10 ans de la plupart des pays en Europe. Donc, le taux
le taux 10 ans allemand tourne aux alentours de 0,4%, là où en Belgique on est déjà à 0,8, 0,9 et naturellement en Italie on dépasse la barre aussi des 3,5%. Mais il y a également donc une importante différence ou spread entre le taux allemand et le taux américain. On est même à des niveaux records. Et donc, au cours de l'année 2019, nous devrions évoluer progressivement donc, vers une normalisation donc, de ce différentiel de taux. Alors, naturellement, cela fait quelques semaines que plusieurs éléments donc, sèment le doute. Le dossier de la Crimée remonte peut-être il y a très longtemps, mais donc ça continue aussi à peser sur le marché. Mais bien entendu, c'est le dossier donc États-Unis-Chine, donc au niveau du conflit commercial qui pèse le plus notamment, ainsi que la problématique de l'Italie. Je rappelle quand même que l'Italie a une dette supérieure à 2 400 milliards d'euros. Vous imaginez si l'Italie doit refinancer cette dette donc à un taux supérieur à 3,5%. C'est tout simplement énorme. Maintenant, il est vrai que le taux italien 10 ans tourne aujourd'hui aux alentours de 3,5%. Il l'était à 7% en 2012. Donc il y a encore de la marge, mais voir ce différentiel entre le taux italien et par exemple le taux allemand fait naturellement très peur au marché. Et puis il y a bien entendu aussi le dossier du Brexit. Normalement, d'ici 6 mois, l'Union européenne et le Royaume-Uni doivent se séparer. On ne sait pas encore sous quelle forme cela fera, mais cela crée clairement des doutes dans le marché. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur ce graphique? C'est l'évolution naturellement des marchés depuis janvier, avec une très nette baisse pour les marchés européens, là où les indices américains parviennent encore à résister quelque peu. Alors, notez qu'il y a ici deux choses. Il faut dire qu'en Europe, on assiste clairement donc à un de-rating. Donc, cela veut dire que les investisseurs attribuent une valorisation inférieure donc, à différents secteurs. Que l'on prenne à la limite le secteur par exemple des microprocesseurs ou le secteur automobile ou le secteur pharma, tous ces secteurs sont aujourd'hui donc affectés par ce de-rating. Et si vous avez en plus une baisse du bénéfice, ce qu'on voit auprès de plusieurs entreprises, eh ben, cela vous donne un double effet, donc de-rating plus une baisse du bénéfice. On constate aujourd'hui que la plupart des bourses européennes se négocient à environ 12-13 fois le bénéfice, là où on paye jusqu'à 20 fois le bénéfice pour le Nasdaq. Merci Geert. Alors, tout n'est pas négatif non plus, quoi. Donc, on va probablement assister à une importante volatilité sur les marchés au cours des prochaines semaines. Mais s'il y a bien un élément qui pourrait soutenir les bourses européennes, c'est bel et bien en fait, la fermeté en fait, du dollar. Comme on peut voir sur le graphique, le niveau actuel du dollar qui est de l'ordre de 1,15 est quasi le même niveau qu'on voyait ici au quatrième trimestre de l'année passée. Et quand on évoluera donc vers le premier trimestre 2019, on aura naturellement une importante donc, base de comparaison plus favorable donc, pour les bénéfices des entreprises européennes. Donc des entreprises très présentes aux États-Unis comme Ahold Delhaize par exemple vont profiter justement de ce renchérissement du dollar américain. Naturellement, l'image technique n'est pas bonne. Hein. Notre analyste technicien à l'investisseur nous a déjà montré donc, plusieurs graphiques, dont notamment l'évolution ici du BEL 20 qui évolue depuis plusieurs mois ici. Donc c'est un graphique depuis 2018. On voit que le BEL 20 évolue au sein d'un canal de tendance baissier et qu'actuellement on se situe donc dans le bas du canal baissier. Maintenant, rien n'exclut que le BEL 20 remonte depuis les plus bas du canal, mais on devrait vraisemblablement encore évoluer au cours des prochains mois au sein de ce canal baissier. Il y a également encore d'autres indices qui évoluent négativement. Prenez par exemple
le CAC 40 qui a baissé sous la barre des 5000 points. Vous avez le DAX 30, donc l'indice allemand, qui lui a dessiné donc une figure en tête et épaule, ce qui n'est vraiment pas positif. Donc on va dire que l'image technique, elle, reste négative. Maintenant, comprenez fort bien que les actions ne constituent qu'une partie d'un patrimoine. Donc le portefeuille que nous montrons en page 2 de notre magazine n'est que le reflet de la partie action de votre portefeuille. À vous, chaque fois, donc, dites-vous chaque fois, donc, voilà, quelle est la partie que je veux attribuer aux actions. Et puis, il faut aussi, pour chaque valeur individuelle, penser donc à ajuster donc les positions. C'est ce qu'on fait régulièrement avec le portefeuille de l'investisseur, où on achète et on vend certains titres qu'on a en portefeuille. Donc on réduit parfois la voilure, ou on accumule certains titres donc, pour avoir une position plus juste. Pensez aussi à avoir naturellement un peu de cash. Il est clair que si vous n'avez pas de cash, vous ne pourrez pas donc, profiter des corrections futures. Mais donc, pensez vraiment donc, à vous faire un peu de cash et à repondérer donc, régulièrement et à investir régulièrement dans le temps. Donc, ne pensez pas que la situation actuelle va se terminer de sitôt. Donc, pensez donc, à investir systématiquement. Des valeurs qui ont fortement reculé, vous pouvez en repêcher certaines, mais limitez les poids de ces différentes valeurs. Alors, je vais demander à mon collègue Geert de me rejoindre. Donc, normalement, vous avez eu le temps de nous envoyer quelques questions donc, via l'adresse mail questions@investisseur.be. Et donc, je vais demander à Geert de venir ici parcourir ces différentes questions avec moi. Nous avons quelques questions, notamment de la part de Robert, qui doit un peu expliquer le précompte français. C'est difficile de quelques mois. Certaines banques ont le droit pour limiter le précompte jusqu'au 12,80%. Mais certaines autres, ils ont 30%. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de questions sur le fameux précompte réduit, là, donc 12,8%. Notez que ces 12,8% ne sont pas appliqués automatiquement. Donc, il faut d'office remplir un document auprès de votre courtier ou votre banque. Cela se fait parfois, dans certaines banques, vous pouvez vous limiter à signer une fois ce document et il reste valable plusieurs années. Mais certaines banques vous demandent de remplir ce document une fois par an, si pas une fois tous les 3 ans. Mais notez que ces fameux 12,8% ne sont pas automatiques. Sachez aussi que ceux qui avaient déjà signé un tel document et qui profitaient du précompte réduit donc de 30 à 15 bénéficient aujourd'hui aussi du précompte réduit de 12,8%. Malheureusement, et là il est vrai aussi qu'on reçoit beaucoup de questions à ce niveau-là, il y a certaines banques qui sont récalcitrantes, donc notamment Deutsche Bank ou Argenta, qui continuent à appliquer un précompte de 30% en France, donc pour les dividendes français. Mais donc notez bien que le précompte à 12,8% n'est pas un précompte que vous recevez automatiquement, donc vous devez d'office remplir un formulaire. OK. Une autre question de la part de Georges. Dans ce dernier numéro de l'investisseur, vous mettez toujours l'accent sur les actions européennes, mais la crise italienne, vous avez dit Yuri récemment, et aussi le dollar, l'évolution du dollar, ne serait pas judicieux de prévoir un peu plus grande partie de ces avoirs exprimés en dollars maintenant, investir en États-Unis, en Wall Street, et au contraire, nous conseillons toujours les actions européennes. Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai que depuis des mois, on met chaque fois donc l'Europe en avant, surtout pour des questions de valorisation. Maintenant, il est vrai que ces dernières semaines, on a vu quelques mises en garde, donc notamment Bouygues ou Daimler. Pas plus tard qu'aujourd'hui, Melexis qui lance également une mise en garde. Et c'est sûr qu'en Europe que les mises en garde sont. Il y a aussi le Caterpillar hier en États-Unis. Oui, on a vu Caterpillar qui a averti pour la hausse des prix de première matière.
Ouais. mais c'est très limité en États-Unis. Oui. Bon, Pour le moment. malgré tout, donc, c'est toujours une question de valorisation. Donc, si on met l'accent sur l'Europe, c'est parce qu'on trouve naturellement beaucoup de valeurs plus intéressantes chez nous en Europe. Mais il est un fait qu'actuellement, la crise italienne n'est pas de nature à favoriser donc, un investissement en Europe. Mais on pense malgré tout que si vous devez opter pour n'importe quel secteur, vous trouverez donc une alternative meilleur marché en Europe et pas aux États-Unis. Maintenant, il est clair que si vous voulez investir par exemple dans le secteur technologique, le secteur technologique est moins présent chez nous en Europe et donc si vous voulez vous intéresser donc, à des grands noms, c'est vrai qu'à l'investisseur, on continuera aussi à se tourner vers des entreprises technologiques américaines. Oui, c'est ça. Une question de la part d'Alain. Que se passe-t-il avec le Belvent? Depuis des années, il n'a jamais aussi mal performé. C'est actuellement le plus pire, ou presque le plus pire indice au niveau européen. Ouais. Bon, maintenant il est clair que, à la limite, on est bien content d'avoir une base de comparaison comme le Belvent qui effectivement performe très mal depuis janvier. Maintenant, il faut dire aussi que ce sont surtout les grands noms tels que AB InBev et Engie qui tirent le marché donc, vers le bas. Maintenant, il y a aussi les banques comme ING. Voilà. Et donc, certaines banques ont aussi mal performé. ING, c'est plus pour un dossier bien précis, quoi. Donc, ce n'est pas nécessairement une question de valorisation, mais bon, ING donc, a dû acter aussi d'importantes moins-values dernièrement, quoi. Donc, mais il est vrai qu'actuellement, oui, on ne voit pas directement ce qui peut permettre donc, au Belvent de se redresser donc, de sitôt, quoi. Donc, oui, et aussi quand comparé avec les autres indices, le rendement de dividendes de plus de 4,5%. Oui, donc on atteint déjà 4,5% de rendement dividendaire. C'est très important pour un investisseur de recevoir des dividendes attrayants. Ouais. Et on voit chez Proximus, les dernières semaines, c'était en hausse très fort. Ouais. C'est parce que les investisseurs aiment le dividende, je pense. Ouais. Une dernière question de la part d'Eric. J'aimerais de comprendre comment gérer les stop-loss dans une période aussi instable comme aujourd'hui. Oui, ça, c'est une technique qu'on n'utilise pas des masses à l'investisseur. Donc, maintenant, il faut dire aussi que vouloir utiliser un stop-loss aujourd'hui n'est pas aussi simple. Donc, quelle limite aurait-on pu mettre au niveau de Melexis aujourd'hui? Allez, c'est pas aussi simple que ça. Je dirais que vous pouvez toujours régulièrement, donc, à la veille de certaines publications de résultats, pensez à réduire quelque peu vos positions si vous êtes trop fortement investi dans cette valeur. Mais dans une période aussi volatile, ce n'est pas aussi facile donc, de placer les stop-loss donc, au niveau les plus intéressants. Oui, et c'est une question que nous recevons de la part d'Eddie. Vous conseillez de profiter de la volatilité par placer des limites en baisse de 5 à 10%. Mais il demande qu'une correction majeure d'aujourd'hui, on peut pas tenir compte avec des plusieurs dizaines de pourcents en baisse que vous dites 5 à 10%. Mais peut-être vous pouvez expliquer, il y a récemment que sur le niveau technique, ou sur le niveau d'analyse technique, on a encore une baisse à attendre de 5 à 10%, mais pas plus, je pense. Oui, bon, il est vrai que notre analyste technicien nous disait tout récemment que normalement, on pourrait assister encore à un repli donc, des marchés en base indicielle de 5 à 8%, donc, mais on ne prévoit pas directement d'importants replis donc, ou de grosses corrections. On peut naturellement avoir de grosses corrections au niveau de certaines valeurs individuelles, mais au niveau indiciel, cela devrait rester limité. Okay.
Geert, je propose de passer donc au dernier thème. Donc, tu me reviendras après donc, dès qu'on aura reçu encore d'autres questions. Donc, de façon traditionnelle, nous parcourons également donc, le portefeuille de l'investisseur. Alors, il est vrai que ces dernières semaines, nous avons également donc, perdu quelques plumes au niveau du portefeuille. Le portefeuille se situe aujourd'hui donc quasi au même niveau qu'à l'été dernier, mais on fait actuellement environ 5 à 6% de mieux que les indices européens avec lesquels on aime naturellement se comparer. Alors vous savez qu'on divise en fait, notre portefeuille pas par secteur, mais par pilier. Et donc nous avons donc 4 piliers. Donc, nous avons les croissances durables, nous avons les valeurs de rendement, les values et les promesses et turnaround. Alors, sachez qu'au niveau de ce premier pilier, donc les croissances durables, c'est actuellement le pilier qui a le poids le moins élevé. Pourquoi ? Parce qu'il reste difficile de trouver donc, des valeurs de croissance durable, donc des valeurs telles que Ackermans Van Haaren et autres, donc, qui s'achètent aujourd'hui à des niveaux de valorisation très attrayants. Donc, alors, c'est un premier pilier donc, où on a pensé cette année-ci donc, à renforcer d'une manière ou d'une autre donc, en achetant 50 Celgene, donc la biotech américaine, ce qui jusqu'à maintenant ne nous a pas souri, même si on profite quelque peu au fait de la remontée du dollar. Donc ce mouvement de baisse n'est pas aussi prononcé. Nous avons également pensé donc à vendre 50 Cisco. Donc vous constaterez qu'il nous reste encore une centaine de Cisco Systems. Et donc c'est ce que nous faisons régulièrement avec notre portefeuille. Nous pensons régulièrement donc à réduire certains postes. Le poste Cisco valait à un moment donné plus de 4,5%. Aujourd'hui, on l'a ramené donc à des niveaux de poids plus normaux pour ce style de valeur. Mais nous ne pensons pas qu'au cours des prochaines semaines ou mois, ce sera facile donc de renforcer ce premier pilier. Alors nous avons ensuite le pilier donc, des valeurs de rendement ou bien de toutes ces valeurs qui rachètent régulièrement en fait, des actions propres. Donc, et donc c'est généralement en fait, le poids le plus important au sein de notre portefeuille et nous conseillons généralement donc, à nos abonnés d'attribuer aussi le poids le plus important à ce pilier-ci. Donc c'est le genre de valeurs, généralement donc, des valeurs soit bancaires, donc, mais vous pourriez aussi justement y retrouver des valeurs telles que Proximus ou autres. Donc, et donc nous avons ici au cours des derniers mois nous avons opté donc, pour le dividende en action donc, de NN Group et nous avons renforcé en fait, ce pilier donc, avec l'achat tout dernièrement en fait, de 240 titres TUI. Mais donc en fait, ce deuxième pilier en fait, est sûrement un pilier qu'il faut avoir en quantité importante en portefeuille. Alors vient ensuite le fameux pilier value. Alors pour les nouveaux abonnés, sachez que value signifie qu'un titre se négocie sous une certaine valeur. Donc ça peut être soit la valeur intrinsèque pour des holdings, hein, donc tel que Tubize. Sachez par exemple qu'aujourd'hui Tubize se négocie avec une décote de plus de 40% donc, par rapport à la valeur intrinsèque. Il y a aussi pas mal de valeurs qui se négocient sous leur valeur comptable ou bien des valeurs qui se négocient sous la valeur du patrimoine immobilier qu'ils ont. Et donc, c'est notamment le cas pour Compagnie des Alpes. Pourquoi est-ce qu'on a aussi, par exemple, Carrefour dans ce pilier? C'est parce que Carrefour dispose aussi donc, d'un important patrimoine immobilier. Descartes, nous avons naturellement donc, décidé d'acheter il y a quelques mois donc, quelques titres Descartes en plus. Actuellement, ça ne nous a pas souri parce que voilà, Descartes est également donc, lié au secteur de l'automobile. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, Michelin donc, a lancé une mise en garde, ce qui a pénalisé également donc, Descartes. Mais actuellement, Descartes se négocie bien en dessous de sa valeur comptable. Et donc,
c'est vraiment donc, le style de pilier que vous devez aussi avoir en suffisance en portefeuille. Et il faut dire que ces dernières semaines, pas mal de holdings se sont donc repliés sensiblement et donc on peut tout doucement aussi s'intéresser donc à ces différentes valeurs. Hein. Pensez donc à GBL dont on a fait une analyse il n'y a pas si longtemps ou à un autre type de holding tel que Wendel qu'on a traité donc de la revue de cette semaine-ci. Vient enfin le pilier promesse et turnaround. Alors c'est vrai qu'on avait dit il y a quelques mois qu'on allait essayer de limiter la voilure de ce pilier. En fait, c'est le pilier qui peut faire la différence dans un portefeuille. C'est aussi le pilier qui reprenait il y a quelques mois donc, le titre Ablings qu'on a apporté donc, à l'OPA donc, en début d'année. Mais dans ce pilier, vous devez toujours veiller à avoir donc, des poids relativement limités. Donc, éviter de prendre de grosses positions. Donc, je dirais que les personnes qui décident de copier notre portefeuille ne doivent pas nécessairement envisager d'acheter toutes les valeurs ici de ce pilier. Certes, vous pouvez naturellement envisager l'achat de ces valeurs, mais limitez-en donc le poids. Et voyez aussi à chaque fois le rating, donc c'est le chiffre qui complète en fait, le conseil, donc le 3 ici, qui est donc une échelle qui est un risque relativement élevé, vu qu'à l'investisseur, on applique une échelle de risque allant de 1 à 4. Vous voyez que dans ce pilier, la plupart des valeurs ont un degré de risque 3, ce qui doit vous inciter donc à limiter en fait, le poids de ces différentes valeurs. Alors comme on peut voir ici sur le graphique, en fait, ces dernières semaines, on a vu notamment donc, le tracker ici, VanEck Vectors Gold Miners, donc s'apprécier quelque peu. On voit effectivement qu'au vu de la situation difficile en bourse, le cours de l'or jaune reprend un petit peu, donc, remonte quelque peu, et donc ça profite naturellement donc, aux différentes mines d'or. Mais je tiens à rappeler que ces différentes valeurs que nous avons ici en portefeuille ne doivent pas constituer un poids trop important au sein de votre portefeuille. Donc, et actuellement, ce pilier vaut 23,6% du portefeuille. Nous n'allons certainement pas donc, l'augmenter donc, davantage au cours des prochaines semaines. Alors, je vais redemander à Geert de me rejoindre donc avec peut-être quelques questions sur le portefeuille. Oui, il y a quelques questions individuelles, des actions individuelles. Concernant Südzucker, l'allemand, qui est présent sur le marché de sucre. Hein. D'après moi, le Südzucker a fort baissé les derniers mois parce que le prix de sucre a baissé. Hein. Mais Südzucker, c'est une entreprise qui est beaucoup plus élargie que seulement le sucre. Oui, Mais la division de sucre pèse sur les résultats actuellement. Mais les dernières semaines, on voit une reprise de la prix de sucre et je pense que ça s'est traduit dans le cours qui est très ferme les dernières semaines comparé avec les bourses. Maintenant, il faut dire aussi que c'est un achat qui ne nous a pas souri ces derniers mois. Mais là aussi, il faut vraiment mettre l'accent sur le fait de limiter le poids de ce genre de valeur en portefeuille. Donc Südzucker a un poids de l'ordre de 2,9%. Sachez qu'à des valeurs, on va dire plutôt sans risque, nous attribuons facilement un poids de 4, 5, peut-être voire même 6%, donc ce qui est relativement rare. Mais dans le cas donc, de Südzucker, donc, nous avons donc, un poids donc, ici limité donc, à 2,9%. Il y a aussi une autre question concernant Bekaert, mais vous avez déjà répondu à cette question parce que Bekaert s'est pénalisé parce que on se trouve dans le secteur automobile, un secteur qui, après l'été, était en pleine difficulté parce qu'il y a des nouvelles règles qu'on peut, des règles d'émission. Les voitures doivent être tout en ordre avec ça. Et je pense que ça peut peser encore jusqu'au le premier trimestre de 2019.
sur les cours des fournisseurs d'automobiles. Et Bekaert est un fournisseur d'automobiles, évidemment. L'avertissement de Michelin est mauvais, mais au contraire, le Michelin souffre un peu de la concurrence des autres joueurs dans le marché des pneus. Et Bekaert, il fournit pas seulement Michelin, mais aussi les autres compétiteurs. Oui. Oui, je pense que... Est-ce qu'il y a encore d'autres questions D'après moi, non. Un instant. Alors je vois ici que c'était une séance relativement courte, donc je voudrais simplement revenir aussi sur Finance Avenue. Sachez qu'à Finance Avenue, toute l'équipe de l'investisseur sera présente. Ce sera pour nous aussi plus facile de répondre à vos différentes questions. Donc nous serons là également donc, pour présenter certains sujets. Nous participerons aussi au débat des actions. Mais donc, n'hésitez pas à venir nous voir en nombre. Donc, vous nous trouverez aussi bien à notre stand que dans les différentes salles où on organise donc, les différents corners. Alors, donc, je rappelle que le webinaire d'aujourd'hui peut être revu dès demain. Donc, il sera mis sur notre site, donc, sous la rubrique les marchés. Donc ce sera fait, j'imagine, dès demain après-midi. À partir de midi, je pense. Voilà. Ouais. Ben voilà, Geert, je voudrais te remercier. Donc je vous remercie également donc, pour votre attention. Et donc j'espère donc, vous voir en grand nombre donc, à Finance Avenue donc, le 17 novembre prochain. Et donc on organisera donc, assurément donc, un prochain webinaire au cours des prochains mois. Bonne soirée. Bonne soirée.